mardi 22 août. Yorana, merci de nous rejoindre. À la une de l'actualité ce soir, arrestation musclée à Veitavatava après une course-poursuite entre un homme et la brigade anticriminalité. La procédure d'arrestation suscite la colère des habitants car un enfant de 5 ans était sur la route au moment de la course-poursuite. Les voiliers respectent-ils la réglementation des zones de mouillage de Tahiti? Le port autonome passe au contrôle et décide d'appliquer plus strictement les règles. Le gouvernement veut baisser la dette du pays. Il fait le choix de rendre une partie des prêts garantis par l'État, les fameux PGE. Mauvais calcul ou bonne décision? C'est une question que nous allons poser à l'économiste Florent Vénère. Il est notre invité ce soir. Les images chocs ont fait le tour des réseaux sociaux. L'interpellation musclée d'un homme à Veitavatava. Après un refus d'obtempérer, il se réfugie dans le lotissement. En arrivant sur les lieux, la brigade anticriminalité manque de percuter un enfant selon les témoignages. Le temps monte et les forces de l'ordre sont prises à partie. Plus de détails avec Ismaël Tahiata et Ari Houetif Afana. Un excès de vitesse qui n'est pas passé inaperçu. À Veitavatava, pas besoin de radar. Ici, les murs ont des yeux et des oreilles. J'ai vu une silhouette courir, une jeune silhouette courir. Et pas derrière cette silhouette, une voiture de moteur Huna, comme on dit nous, filait à vive allure pour l'attraper, pour l'avoir, ce jeune-là. À ce moment-là, un père attend le retour de sa concubine. Son enfant de 5 ans est là aussi. À la sortie, il y avait mon petit qui a failli se faire écraser par les moutons Huna. Et mon concubin, il s'est énervé, tout, il a crié. On voit dans les vidéos qu'il a crié sur les moutons, il les a insultés. Il ne voulait pas aussi lâcher l'affaire, il voulait comprendre pourquoi, voilà quoi. C'est pas parce que vous êtes la loi que vous pouvez vous permettre de rouler à vive allure. Les renforts, ils sont arrivés. À ce moment-là, mon concubin, il a tapé dans la voiture d'un des renforts. Apparemment, ça a cassé la voiture. Et on voyait un peu dans la vidéo que tous les renforts, ils étaient tous sur mon concubin. Du coup, on est venu en masse pour aider ce papa, quoi. C'est pas pour taire la police. S'en suivra une arrestation musclée. Le père finira la soirée au cachot. J'ai appelé la DSP, ils m'ont dit qu'ils ne me donneraient pas de renseignements et que ça sert à rien que j'y vais sur place parce que je n'aurai pas de renseignements sur mon concubin. Et là, ce matin, je suis allée directement à l'accueil. Ils m'ont dit qu'il a fait, apparemment, il a fait plusieurs infractions à la loi. Du coup, son dossier, c'est lourd. Cette altercation aurait sans doute pu être évitée si les deux parties avaient gardé leur sang-froid. Et sachez qu'une enquête a été ouverte. Et cet accident de parapente à Punar, où 2 parapentistes ont fait une chute brutale sur des rochers dans la zone industrielle. L'instructeur âgé de 70 ans et sa passagère d'une trentaine d'années ont été grièvement blessés. Ils ont dû être évacués par hélicoptère à l'hôpital de Taoné. Leur pronostic vital n'est pas engagé. Ils sont invités à quitter les lieux. Ce sont les voiliers au mouillage devant le parc Veirei et la zone de Bel Air côté littoral dans le lagon de Punaauia. Depuis un mois, le port autonome rencontre les propriétaires des bateaux, mais certains sont à l'abandon. Plusieurs plaisanciers dénoncent aussi l'absence de solution. Les détails avec Marouki Duri et Nicolas Suir. Depuis plusieurs semaines, la police du port autonome sévit. Le mouillage, autrefois toléré, est interdit dans cette zone depuis 2020. Daniel et Cathy sont américains et naviguent dans les eaux polynésiennes depuis 5 ans. Stationnés à Punaauia depuis 1 mois, ils repartent bientôt pour les Tuamotu et la capitainerie est venue à leur rencontre plusieurs fois. Je pense que le problème ici, ce n'est pas tant les bateaux qui viennent s'ancrer, c'est plutôt les épaves qui sont laissées ici, qui ne bougent plus, où personne ne vit. Ils n'ont même pas de moteur qui fonctionne. Contrairement à ces touristes qui repartent dans quelques jours, Paul, lui, vit sur son bateau. Le Katouche, 43 pieds, est au mouillage ici depuis 1 an et demi. Mais bientôt, comme une trentaine d'autres voiliers, il va devoir lever l'ancre au risque de recevoir une forte amende. Son propriétaire déplore l'absence de solution. Et les politiques n'ont rien fait pour améliorer la situation. S'ils avaient proposé des mouillages
à un prix abordable pour tout le monde, il n'y aurait pas de problème aujourd'hui. Les gens ne seraient plus dans cette zone ou alors cette zone serait aménagée. Un dialogue de sourds entre les plaisanciers dans l'illégalité et les autorités de plus en plus répressives. Le nombre de corps morts est insuffisant et ce n'est pas près de changer. Il y a des touristes qui, ici, ont besoin d'une zone tampon pour simplement faire des courses ou réparer leur bateau. Et là, on manque d'infrastructures, très clairement. Et enfin, il y a le problème des petits bateaux, les bateaux qui font 30 pieds, qui sont des bateaux locaux et qui ne trouvent pas de place parce que c'est la priorité à des bateaux plus grands qui rapportent plus d'argent. Mais le souci vient principalement des épaves qui engendrent de la pollution. Les propriétaires sont introuvables et les procédures en justice peuvent durer plus de 2 ans. Des bateaux qui vont poser des problèmes, qui risquent ce qu'on appelle ou abandonnés ou épaves. On va les ramener sur papier, les sortir de l'eau et les mettre sur un terrain qu'on est en train de chercher dans la circonscription. Le pays et la DEPAM sont compétents en matière d'extension des zones de mouillage, mais pour l'heure, dans le lagon de Tahiti, ce n'est pas à l'ordre du jour. Après Nukuhiva, Hivaoa disposera d'un mammographe, un nouvel outil pour soutenir la prévention du cancer du sein qui touche 600 femmes polynésiennes chaque année. Ce projet est porté par la Ligue contre le cancer en partenariat avec le ministère de la Santé. L'appareil devrait coûter 25 millions de francs pacifiques. Malgré tout, son utilité n'est plus approuvée. Il est même impératif pour les Marquises du Sud. Natacha Elle me l'a dit à Nicolas Suir. Tawa Bono et 2 autres habitants de Hivaoa nous expliquent aussi pourquoi ce système d'imagerie médicale est nécessaire. Le coût et la prise en charge, je pense que là, ils ont lancé les appels d'offres parce que vous connaissez les procédures. Donc ensuite, le coût, on le saura, mais je pense que c'est dans les mêmes ordres que celui du premier. On était dans les alentours de 25 millions. C'est quasiment à peu près 30 millions quand même d'acquisition. Parce qu'après, il y a les installations à mettre en place. Et ça aussi, ça coûte de l'argent. Vous savez, les îles, elles sont situées très loin de l'une de l'autre. L'accès à Nukuhiva pour certaines îles sont compliquées parce qu'elles allaient en bonitier. Il fallait prendre l'hélicoptère ou l'avion et tout ça. C'est pas pris en charge. Ça ne fait pas partie de la prise en charge du dépistage. Donc, le fait de venir auprès d'eux et de poser l'appareil chez eux permet d'éviter tous ces coûts et de faciliter l'accès aux soins. Donc, c'est tout un processus de faciliter l'accès et de le faire à moindre coût. À chaque fois, il faut partir sur Papeete ou sur Taiohae. Alors, qui dit partir sur les îles comme ça, il faut avoir un logement, payer le billet d'avion et tout ça, quoi. C'est mieux d'être chez nous et on est sur place et c'est plus facile. Et je crois que c'est plus près aussi pour Fatuiva et Tawata. Et là, quand j'ai appris à la radio là aujourd'hui, ça y est, ça va se faire à Hivaoa. Alors là, j'étais contente. Donc, j'encourage toutes les mamans sur Hivaoa d'aller faire votre mammographie. C'est gratuit, il faut faire. Voilà. Retour à Tahiti pour parler chiffres et gouvernement qui veut accélérer le désendettement de la Polynésie. Première solution, rendre une partie du prêt garanti par l'État contracté par son prédécesseur. Oui, dit Nui Haulure, cette décision de rembourser par anticipation l'argent non utilisé me semble être une bonne décision. Mais les avis sont partagés. Les explications de Sulan Favnek, Rowan Potorou et Alban Shefat. 156 milliards de francs, c'est la dette de la Polynésie aujourd'hui et la faute au Covid, puis en inflation. L'urgence, réduire la dette à 151,5 milliards. La stratégie du pays, rendre une partie de la somme du deuxième prêt contracté auprès de l'État. Ce PGE de près de 36 milliards a été conclu par le gouvernement Fritsch pour contribuer au plan de relance. Près de 2/3 ont été utilisés, 15,2 milliards sont encore disponibles. Nous n'avions pas de contraintes de trésorerie, mais des contraintes budgétaires. C'est pour cette raison que nous n'avions pas mobilisé la totalité du prêt. La seconde raison, pour mobiliser un prêt de ce type-là, il faut justifier les dépenses. Le pays fait l'avance de fonds et présente les factures à l'AFD qui rembourse en fait sur présentation de factures. Problème, le taux d'intérêt a depuis explosé. Une décision de la Banque centrale européenne pour contrer l'inflation. Cette mesure se répercute sur l'IOM, la Banque centrale des collectivités du Pacifique, et touche donc la Polynésie. Aujourd'hui, le taux d'intérêt est fixé entre 4,5 et 5%. La solution pour le gouvernement Brotherson, rendre 3 milliards sur le reliquat. Un pari risqué pour l'avenir, estime l'ancien ministre de l'économie et des finances.
Lorsque le pays aura besoin de ces 3 milliards, devrait être obligé de les contracter par ailleurs, autrement. Et là, le taux risque d'être assez élevé. C'est un choix du gouvernement qu'il faut respecter. Le parti pris du président de la Polynésie est bonne, dit de son côté Nui Hauloré, mais il ne suffit pas. Si le pays ne fait rien, nous conduire à payer en intérêt plusieurs milliards sur la durée de 20 ans de ces emprunts. Et donc c'est pour ça que cette décision de rembourser par anticipation de l'argent qui n'est pas utilisé nous semble une bonne décision. Ça doit pousser normalement le pays à réduire aussi ses dépenses inutiles, et il y en a beaucoup. Nous sommes à l'Assemblée, nous avons critiqué à l'époque le nombre de voyages qui étaient effectués au titre de la francophonie où tous les sujets divers et variés. Ces pratiques ne changent pas beaucoup. Donc c'est pour ça que nous disons, oui, il faut désendetter et il faut apprendre aussi à réduire nos dépenses publiques. Pari risqué, décision mûrement réfléchie. Pour l'heure, les caisses du pays sont pleines, mais certainement pas inépuisables. Et pour commenter cette actualité, avec nous l'économiste Florent Vénère. Yorana. Merci d'être sur Polynésie la Première. Alors ce choix du gouvernement de rendre une partie de ce prêt garanti par l'État, 3 milliards donc, est-ce salutaire ou périlleux ? En fait, la Polynésie n'est pas très endettée. Elle est endettée à peu près un quart de son PIB, ce qui n'est pas énorme. Et on n'a pas de limite fixée par la science économique pour dire qu'il ne faudrait pas dépasser ça. Le pays le plus endetté du monde, c'est le Japon, à 255% de son PIB. Donc on en est très très loin. Alors après, ce qu'il y a de sûr, c'est que ce qui compte, c'est la raison pour laquelle on s'endette. Est-ce qu'on s'endette pour faire des investissements structurants qui portent de la croissance et de la création de richesse après ? Là, effectivement, c'est tout à fait louable. Ou est-ce qu'on s'endette pour payer des charges courantes, pour payer le salaire des fonctionnaires, pour des allocations de type social, etc. Et là, effectivement, c'est un mauvais choix. Donc, voilà. Mais aujourd'hui, au regard de l'activité de la Polynésie, est-ce que la décision est bonne, finalement ? La capacité à créer de la richesse pour la Polynésie, elle n'est pas énorme. On a un taux d'emploi qui est très faible. Et donc, effectivement, surveiller l'endettement polynésien est quand même une bonne chose. Alors, demain, cela fera 100 jours que le gouvernement a pris les commandes du pays. La suppression de la taxe sociale est la seule grande mesure qui a été prise. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que cela ne changera rien à l'inflation en Polynésie ? Alors, on sait que quand on enlève une taxe, ou quand on la met d'ailleurs, ça ne se répercute pas sur les prix de la même manière à chaque fois. On a des exemples par le passé, de la TVA qu'on avait baissée sur la restauration, par exemple en France, et ça n'est pas du tout arrivé sur le prix final consommateur à la même hauteur que la baisse du taux. Donc là, on est sur 1% qui se répercute plusieurs fois. Donc il y a différents acteurs qui vont intervenir, des phénomènes de négociation interne, etc. On a une inflation qui continue à courir et donc qui va gommer en fait les effets. Donc il ne faut pas se leurrer, on va pas voir sur le portefeuille du consommateur, on va pas voir grand-chose avec cette suppression. Maintenant, bon, c'était une promesse de campagne, donc il faut la tenir. Le problème, c'était plus la mise en place de cette taxe qui a posé des soucis. Et voilà, bon, maintenant, elle est retirée, c'était un engagement, il faut le suivre. Et donc aujourd'hui, quelles mesures devrait prendre le gouvernement en priorité qui aurait surtout une traduction concrète sur les prix notamment? Alors sur les prix, c'est très difficile parce qu'en fait, la chaîne de valeur est très complexe et très souvent, en fait, il y a des effets qui sont des effets d'un peu long terme. Donc il faudrait réfléchir globalement à la facilitation de création de richesse en Polynésie et de création d'emplois parce qu'on n'a pas assez d'emplois en fait en Polynésie. Et bien sûr, il faut comprendre aussi que le marché n'est pas équitable. Donc quand on favorise le marché, on crée plus de richesse collective, ça c'est très bien. Et ensuite, il faut utiliser l'outil de la fiscalité et de la redistribution pour répartir mieux la richesse que l'aura fait le marché. Mais ce sont bien deux choses différentes. Donc faciliter le travail des entreprises pour qu'elles créent de la richesse et de l'emploi, et ensuite faire son travail politique de redistribution par la fiscalité. Le ministre des Outre-mer a annoncé la semaine dernière qu'une mission de lutte contre les monopoles économiques dans les territoires d'Outre-mer va être lancée. Elle commencera par la Polynésie. Est-ce que cela ne vient pas un petit peu empiéter sur les compétences du pays ? Alors cette mission, elle provient d'un rapport d'enquête de l'Assemblée nationale qui s'intéressait aux collectivités des articles 73 et 14. Alors c'est un petit peu technique, mais ça veut dire qu'on a évincé la Calédonie de l'histoire, mais nous on y était. Alors que finalement on est comme la Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire qu'on a une compétence économique et fiscale totale. Donc c'est vrai qu'on est un peu l'intrus dans ce système-là, on voit pas trop ce que la Polynésie fait dans l'ensemble, quoi. Bon, donc l'annonce en fait de Gérald Darmanin, elle porte beaucoup plus sur les DOM que sur nous-mêmes, mais comme on est
lié par l'article 74, on va faire partie du truc. Et puis surtout, il a annoncé de la Polynésie, donc forcément, on va être dedans. Mais très honnêtement, on n'en attend pas grand-chose. À la fin, c'est le pays qui décidera des mesures qui sont à mettre en place. Et est-ce que cela ne remet pas aussi en cause la légitimité de l'autorité polynésienne de la concurrence ? Alors sa légitimité, je ne sais pas si elle est remise en cause par ça, en tout cas, mais ce qu'il y a de certain, c'est que effectivement, ce que je vous disais tout à l'heure, il faut faciliter en fait le fonctionnement des marchés, et normalement, ça devrait être le rôle de l'autorité de la concurrence. Pour l'instant, on a surtout, disons, un rôle qui se complaît à faire de l'administration en fait, et à demander toujours un petit peu plus d'administration, mais pas tellement être pro-business. Les décisions qui sont le plus mises en avant sont des décisions d'interdiction, de chipotage avec des engagements, je dirais, mais pas quelque chose qui change fondamentalement le fonctionnement des marchés polynésiens et qui ne permet pas de développer la création de richesse. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. Ça, c'est l'objet de l'autorité qui a tous les outils nécessaires pour le faire, absolument tous. Contrairement à ce qu'on a pu lire dans le rapport aussi, il n'y a pas moins d'outils en Polynésie qu'ailleurs. L'autorité peut sanctionner tous les comportements anticoncurrentiels qui sont susceptibles de survenir dans ce pays. Et cela fera peut-être partie des grandes annonces. Merci beaucoup, Florent Vénère. Merci à vous. D'avoir répondu à nos questions ce soir. Rendez-vous demain soir, donc à 19h30, pour connaître les futures décisions et orientations du gouvernement Broderson. Petite précision, suite au reportage diffusé hier soir, sachez que Teiva Chan dirige bien la délégation pour la prévention de la délinquance de la jeunesse en remplacement de Teiva Manutei. Et c'est Valérie Ankiou qui assure l'intérim à la direction des solidarités et de la famille après le départ de Demesia Manuel. Escalade Nukuhiva, maintenant, les élèves du lycée Saint-Athanase, le seul établissement agricole des Marquises, retrouvent leur internat. Après un an de travaux pour mise aux normes, il est opérationnel et propose 60 lits supplémentaires. La structure peut aujourd'hui accueillir 120 lycéens. Cette année, 70% des élèves internes du lycée agricole Saint-Athanase sont issus des 6 îles marquisiennes. Les 30% restants viennent des autres archipels polynésiens. À l'occasion de l'inauguration du bâtiment, le directeur, frère Rémi Quinton, a convié les autorités de l'île, puis les parents et même les grands-parents des inscrits. On l'écoute, il répond à notre correspondante Marie Curva. Si on n'avait pas eu la solidarité de l'enseignement catholique pour pouvoir ajouter aux crédits qui ont été accordés par le territoire et la CODIB, on n'y serait jamais arrivé. Et je crois que c'est ça qui est beau dans notre institution, c'est cet accompagnement des établissements les plus riches de Tahiti qui aident les établissements les plus pauvres des îles. Et si nous existons, eh bien, il faut savoir que c'est grâce à ces familles qui ont plus de moyens et qui acceptent, eh bien, à travers nos établissements, d'accorder les besoins pour le bien-être des jeunes, de nos enfants des îles. Sur le terrain de sable d'Aur Eitini House se sont joués aujourd'hui les premiers matchs de la Coupe océanienne de beach soccer. Les Fidji s'inclinent face aux îles Salomon, 3-6. S'en sont suivis sur le terrain les équipes de Tahiti et Tonga. Les Tikitoa ont littéralement terrassé leur adversaire, 26-3. C'est le score final de ce premier match des Tahitiens. Jonathan Torohia, le gardien de but, répond à Rowan Potour. Il nous reste encore 2 matchs de poule, donc ne pas prendre à la légère. On a essayé de répéter nos gammes aujourd'hui. On a dit que ça marchait avec le nombre de buts, mais on a encore d'autres choses à bien peaufiner pour pouvoir bien préparer les 2 autres matchs qui arrivent. On ne connaissait pas le niveau de Tonga, mais nous on connaissait notre valeur et on a un groupe de 12 joueurs, de très, très bons joueurs. Donc on est tous au même niveau. On a des jeunes qui arrivent, qui ont montré encore aujourd'hui que la relève elle est là. À nous aujourd'hui à faire en sorte que le niveau reste le même jusqu'à samedi. Il faut qu'on soit concentré sur tous les matchs, on prend match après match. Et donc samedi on verra qui aura le ticket pour le Dubaï. Demain, les choses se corsent donc. Tahiti sera opposé aux îles Salomon à 16h, mais 2 heures avant, les Tongiens joueront contre les Fidjiens. Un mot de littérature pour clore ce journal. Les couronnes végétales en une centaine de pages. Te Heyup Ono Tahiti, signé Tiarenui Eb, retrace la confection et l'histoire de la couronne de Tiare au Whenua. Des marquises aux Australes en passant par Tahiti et les autres archipels, l'auteur fait un tour d'horizon fleuri pour parler de cet emblème du pays. L'ouvrage nous plonge dans le monde des couronnes de tête et nous explique comment arriver à les réaliser soi-même, comment les porter ou encore quelles sont leurs origines. Une véritable Bible. Tiarenui nous en dit plus, elle répond à Gilles Tautou.
C'est une pratique que je trouve belle et essentielle dans notre culture. C'est nous, la couronne de Tahiti. Dans un premier chapitre, on trouve différentes techniques que j'ai pu apprendre. Par exemple, ici, il y a un petit poara tressé avec des autis et des tipaniers. Et puis là, c'est une couronne cousue. Je présente comme ça une demi-douzaine de techniques. Dans un deuxième chapitre, oui, il y a des exemples de création. Je parle aussi des couronnes dans les archipels, parce que là-bas, les couronnes sont tout à fait différentes. Et enfin, dans un troisième chapitre, je parle c'est une recherche sur l'histoire et l'évolution de la couronne, de l'apparat floral chez les Tahitiens, à partir des premiers contacts avec les Européens jusqu'à aujourd'hui. Édité par la maison au Vent des Îles, vous le retrouverez dans toutes les librairies au prix de 3 500 francs. Voici l'une des informations principales de ce journal. Arrestation musclée d'un homme hier soir à Veitavatava. La vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Un jeune homme a été interpellé par la police, mais l'intervention a dégénéré. Suite à cet incident, une enquête a été ouverte. Votre quotidien Tahiti Info titre demain sur cette victoire de Tahiti à la Coupe océanienne de beach soccer. Après ce journal, un téléfilm qui mêle meurtre et sorcellerie. Et juste après, le bonheur des uns qui illustre parfaitement cette citation du XVe siècle. Mieux vaut être seul que mal accompagné. Très belle nuit sur la première et à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.